Moi, j'ai toujours été naturaliste. Et après, c'est une passion dont on ne se défait pas de toute façon. Et le dessin vient s'ajouter, c'est un plaisir. Et du travail aussi, bien sûr. Mais c'est avant tout la passion naturaliste qui est le moteur, quoi. C'est une sensibilité exacerbée à tout ce qui est nature, tout ce qui bouge. La Champagne humide a le privilège de tenir en son sein des étangs absolument fantastiques qui reçoivent des oiseaux qui sont là de façon permanente, mais beaucoup d'oiseaux qui migrent dans un milieu de roseaux qui parsème un espace très important. Cet espace de la Champagne humide fait partie des sites qui ont été désignés au titre de la Convention de Ramsar. Cette Convention de Ramsar qui réunit en France un peu plus de 50 sites et qui continue de travailler à la préservation de ces milieux exceptionnels. Ramsar s'est engagé dans cette direction depuis 1971. Cet endroit est absolument fantastique. C'est en même temps un honneur extraordinaire d'avoir la possibilité de vivre dans un espace aussi exceptionnel. La nature, les animaux. Je pense que vous êtes dans cet état d'esprit. Pour rien au monde, j'échangerai ma place avec des citadins. Et c'est sûr que pour la commune de Bellevaste, c'est un honneur d'avoir été labellisé ville Ramsar Monde en 2022. C'est une reconnaissance pour notre commune par rapport aux démarches des habitants qui se sont battus pour conserver et obtenir cette labellisation et qui la défendent corps et âme pour essayer de préserver, de conserver ce site comme ils l'ont toujours connu. Le contexte géologique de la zone Ramsar des étangs de la Champagne humide, on est sur le bord du bassin parisien avec l'émergence du secondaire, notamment du Crétacé, notamment la couche de l'Albien, qui se matérialise par les argiles de Gau et les marnes de Brienne. Alors c'est des secteurs qui sont bien évidemment assez humides de par le manque d'infiltration dans les argiles, ça c'est tout à fait naturel. C'est un secteur propice à la retenue d'eau, c'est la raison pour laquelle Seine Grand Lac, dans la suite des grands événements climatiques de la crue de 1910 et l'étiage majeur de 1921, les pouvoirs publics ont cherché à créer des ouvrages qui avaient cette double fonction, à la fois décréter les crues, mais également de soutenir l'étiage, dans notre jargon, soutenir l'étiage, c'est apporter suffisamment d'eau au cours d'eau pour permettre sa biodiversité, maintien biologique, mais également maintenir les activités économiques et humaines, soit l'agriculture, les industries, la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, sans oublier l'alimentation en eau potable des collectivités qui puisent l'eau en rivière pour desservir la population. Donc, ce sont des ouvrages qui ont été créés à partir des années 60. Donc, sur la zone Ramsar, vous avez donc le lac du Der, le lac Amance, le lac du Temple, le lac de la Forêt d'Orient, qui, avec le lac de Pansière situé dans le Morvan, ont la capacité de stocker un peu plus de 800 millions de mètres cubes. Et c'est aussi un espace tout à fait exceptionnel, et c'est une sorte de paradoxe de ces ouvrages, c'est que créés par la main de l'homme représente un réservoir de biodiversité tout à fait exceptionnel et unique, ce qui a favorisé la reconnaissance Ramsar. Ce sont des lieux d'études, de repos pour les oiseaux migrateurs. C'est des espaces qui sont, notamment sur les lacs réservoirs, caractérisés par le marnage qui crée effectivement des conditions de reproduction de la nourriture nécessaire à ces espèces animales. Il y a donc aussi une certaine fierté pour Seine Grand Lac de gérer ces ouvrages dans un environnement tout à fait exceptionnel et une biodiversité non seulement préservée, mais qui vise à faire face aussi aux évolutions climatiques. La réserve nationale de chasse et de faune sauvage du lac du Der et des étangs d'Outigné-d'Arigny revêt un enjeu important dans l'accueil de l'avifaune migratrice et hivernante, puisque nous nous situons sur un important couloir migratoire et également du fait du fonctionnement du lac. Donc en période d'automne et d'hiver, le lac est vidangé, donc il subit un marnage d'une dizaine de mètres. Donc cette vidange libère de vastes étendues de vasières et de prairies humides qui sont propices à l'accueil massif de l'avifaune migratrice et hivernante, puisqu'elles offrent des sites de gagnage, d'alimentation importante, mais également une quiétude, puisque à cette époque, il n'y a quasiment plus aucune activité au sein de la cuvette du lac. On peut, notamment sur la grue cendrée, sur l'espèce un peu emblématique du site, on a déjà atteint des effectifs records à plus de 260 000 grues cendrées en dortoir dans la cuvette du lac. On a aussi un accueil massif d'autres espèces. On peut parler par exemple de la sarcelle d'hiver,
avec plus de 30 000 individus recensés à la mi-octobre, ce qui représente 6% de la population nord-ouest atlantique de cette espèce. Nous voici sur la réserve naturelle régionale des étangs de Belleval en Argonne, réserve naturelle d'une superficie d'un peu plus de 200 hectares. Ce site est co-géré par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et l'LPO Champagne-Ardenne. L'intérêt écologique de cette réserve naturelle, c'est avant tout une zone humide qui se situe sur la zone Ramsar. Et c'est un site qui est majoritairement constitué d'eau libre et de roselières. On retrouve d'ailleurs un grand nombre d'espèces d'oiseaux inféodés à cette roselière que l'on qualifie d'oiseaux paludicoles. Pour ne citer par exemple que le butor étoilé, une espèce très rare en voie de disparition. Il s'agit ici du dernier chanteur de l'ex-région Champagne-Ardenne. On rencontre également une belle population de blongios nains, de gorge bleu miroir, rousserolle turdoïde et encore d'autres espèces. L'intérêt est également en période de migration et en période de halte migratoire, donc en période automnale, hivernale, début de printemps, car les oiseaux trouvent ici une zone de quiétude, car la zone est non chassée. On rencontre une belle diversité, une très grande quantité d'oiseaux d'eau. On va rencontrer quelques centaines, parfois même milliers d'oies cendrées, canards siffleurs, canards pilés, etc., foulques macroules. Donc on est ici sur la réserve naturelle nationale de l'étang de la Hore, qui est d'origine monastique. On a des traces de l'étang qui remontent fin 12e, début du 13e siècle. On est d'un point de vue local sur le plus grand étang de Champagne humide, en dehors des lacs réservoirs de la forêt d'Orient et du Der. On est sur un site géré par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. Pour aborder la diversité et la gestion piscicole, on a fait le choix sur la réserve de l'étang de la Hore de fonctionner de deux manières. Donc on a l'étang de la Hore d'un côté avec du poisson et on a fait le choix après à sec de l'étang neuf en 2020 de ne pas remettre de poisson. Donc on est actuellement sur un étang sans poisson, de grandes mares de 20 hectares. Le but étant d'avoir une gestion différenciée entre les différents plans d'eau. On fonctionne avec une pêche qui a lieu tous les 2 ans. Tous les 2 ans, au mois de novembre, il y a vidange et on pêche traditionnellement au filet comme c'était fait les années auparavant. La pêche, c'est ce qui conditionne tout l'équilibre de l'étang. Le site Ramsar des étangs de Champagne humide est coincé entre deux zones très sèches que sont d'un côté la Champagne crayeuse et de l'autre les coteaux calcaires du Barrois. Et on va retrouver sur ce site une très riche flore des zones humides, à la fois dans les étangs avec la flore aquatique, les prairies avec des espèces spécifiques, mais également dans les forêts. On peut citer par exemple la campanule cervicaire, qui est une des espèces emblématiques, qui est une espèce rare et protégée en France. C'est un site qui nécessite également des efforts de conservation parce que partout en France mais également dans le monde, les zones humides sont menacées de par l'assèchement qu'on a réalisé, qu'on réalise encore parfois, les comblements, l'urbanisme éventuellement et également l'eutrophisation, la pollution générale de certaines zones humides. Ici, on se trouve sur un site qui conserve encore une très forte diversité et c'est ce qui en fait un site particulièrement précieux pour la préservation de la biodiversité. Les objectifs du parc naturel régional de la forêt d'Orient, c'est avant tout la sauvegarde des patrimoines architecturaux, les patrimoines paysagers, le patrimoine culturel et bien aussi le patrimoine naturel. Et un parc est classé sur un paysage. En l'occurrence, les paysages du parc de la forêt d'Orient, c'est principalement la Champagne humide, située en partie sud-est de la zone Ramsar. On retrouve un patrimoine architectural caractéristique avec des maisons à pans de bois issues des forêts du secteur et du torchis issu de l'argile du secteur. On a la chance également sur le territoire d'avoir énormément encore d'églises à pans de bois qui se situent en partie nord entre le lac du Der et les lacs de la forêt d'Orient. Et l'objectif du parc, c'est bien sûr de pérenniser et de maintenir ce patrimoine qui est issu d'une culture et d'une histoire séculaire, et de le faire vivre et de le partager au maximum, tout en pérennisant les savoir-faire et les ressources locales. On
est ici dans la réserve naturelle régionale des prairies humides de Courterange. C'est une réserve pour laquelle l'enjeu principal, c'est la protection de la flore. On se trouve sur un complexe de prairies humides, certaines pâturées, d'autres qui vont être fauchées, certaines qui vont être laissées en libre évolution. Et dans tout ça, on va retrouver quelques espèces de fleurs particulièrement rares, au moins dans la région, certaines menacées, certaines protégées. Donc aujourd'hui, le parc est gestionnaire du site, en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne, pour travailler ensemble à la préservation de ces milieux, à la préservation de ces espèces rares. C'est une volonté forte de la commune d'avoir inséré ces prairies humides dans notre PLU, c'est-à-dire protection effectivement des zones humides, protection contre l'urbanisation à outrance. Vous avez ici un exemple où on a une biodiversité aussi bien sur les plantes que sur les insectes, que sur les oiseaux, que sur les papillons. Ici, on est dans le bocage champenois, une notion très importante puisqu'en fait, en complément des zones humides où les oiseaux vont par exemple passer la nuit comme dortoir, utiliser le lac pour se nourrir ou les différentes zones humides, eh bien ici, les oiseaux viennent en journée se nourrir également dans les prairies. On a aussi des espèces qui sont spécifiques à ce milieu et notamment tout ce qui est cortège des oiseaux des haies, donc qui ont besoin de haies pour nicher. Et bien sûr, ici, on a un déclin de ces habitats. On a le bocage qui régresse parce que l'élevage régresse, donc ce sont des causes qui nous dépassent un peu. Mais voilà, l'objectif ici sur l'ensemble de la zone Ramsar, c'est le maintien de l'élevage pour que les paysages restent tels qu'ils sont, hétérogènes, et que ce soit pas remplacé par des cultures qui homogénéiseraient totalement le paysage, et donc il y aurait forcément moins d'espèces. La nature, c'est notre siège, on est assis dessus, c'est la branche sur laquelle on est assis. Je conserve les mares existantes, voire j'en crée. J'essaie d'avoir un point d'eau dans toutes les prairies où il y a des bêtes, déjà pour le côté éviter de transporter de l'eau. Et puis, faut conserver de l'eau, en tout cas, aussi bien comme pour moi, pour les bêtes, mais aussi bien pour le gibier. C'est important de conserver des points d'eau. L'intérêt du paramoteur, c'est que suivant les saisons, c'est complètement différent. Mais aussi, on peut voir l'évolution de la végétation notamment. On voit bien qu'avant, il y avait beaucoup de prairies, maintenant il y en a moins. Le bocage a tendance à disparaître. Et voilà, c'est aussi un témoignage, ces photos. J'ai commencé il y a 15 ans. Et entre il y a 15 ans et aujourd'hui, ça a quand même pas mal changé. Nous avons la chance d'être ici donc autour du lac du Der, ce magnifique écrin de biodiversité qui a été mis en eau en 1974. Les élus du syndicat du Der ont toujours tenu à concilier dans les aménagements qui sont réalisés l'impact que ces aménagements ont sur la biodiversité et notamment de tout miser, et on l'a fait encore récemment, sur le tourisme vert par la randonnée, par le vélo, par l'ensemble des aménagements qui sont réalisés, mais également le tourisme bleu avec les activités nautiques que nous avons ici sur le lac du Der. Donc toujours cette volonté de concilier les aménagements pour le développement touristique avec la biodiversité qui est très riche ici autour de ce territoire. Il passe à la surface de l'eau, il chope une bulle d'air, à peine, ça rentre dans le typhon, ça va dans les organes, et ensuite c'est relâché à l'arrière. Il évacue à l'arrière. Sur les 53 territoires Ramsar que compte le territoire national, 4 sont localisés dans le Grand Est, dont Ramsar Champagne humide, qui est le plus ancien des territoires labellisés Ramsar, puisqu'il date de 1991, mais aussi le plus vaste. Il fait 24 fois la superficie de Paris et il recouvre 3 départements, 228 communes. C'est pour cela qu'il a fallu aussi organiser la gouvernance, qui est donc une co-animation entre le PTB Seine-Grand Lac et le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, pour lequel l'État a apporté aussi son soutien, son expertise avec une mission de l'inspection générale de l'écologie, du développement durable.
Alors pourquoi préserver ces zones humides? Parce que ces zones humides présentent des services écosystémiques. 4 fonctions peuvent être allouées à ces zones humides, que ce soit des marais, des tourbières, des prairies. C'est bien sûr la fonction hydrologique, le fait justement de pouvoir intervenir en cas d'inondation, mais aussi de soutien à l'étiage. Des fonctions physiques, bio-géochimiques également, puisqu'elles ont une vocation à filtrer en plus d'être des éponges. Une fonction aussi liée à la biodiversité qui est plus commune, plus courante, plus connue en réalité, mais qui n'est pas la seule fonction. Et une fonctionnalité aussi très importante de stockage du carbone. Elle stocke 30 fois plus le carbone, par exemple, que les forêts en tant que telles. Il est important pour l'agence d'intervenir sur ce type de territoire. Notre rôle et notre politique et notre stratégie est bien sûr d'essayer d'atteindre les objectifs de bon état des masses d'eau du territoire. Notre politique et notre stratégie est d'essayer d'accompagner au mieux les acteurs du territoire à la mise en œuvre d'actions qui vont contribuer à l'atteinte de ces bons états. Le site Ramsar, étang de Champagne humide, a fait l'objet depuis quelques années d'un accompagnement fort de l'agence de l'eau Seine-Normandie, à la fois technique et financier, avec tout d'abord une étude de gouvernance il y a quelques années sous maîtrise d'ouvrage agence. C'est important pour nous que ces acteurs se mobilisent et on espère que dans les années à venir, il y en aura d'autres, notamment les structures gémapiennes et les ensembles des syndicats de rivières du territoire. À partir de cette étude menée sur l'initiative de l'agence de l'eau, France Ramsar a sollicité Seine-Grand-Lac en qualité de PTB, puisque de par la réglementation, le PTB a un devoir d'action en faveur des zones humides, préservation de la biodiversité. On a 4 objectifs. Premier objectif, c'est de travailler sur l'image de cette zone Ramsar, avec une cible privilégiée qui sont les habitants eux-mêmes de cette zone qui, pour la plupart, ne savent pas qu'ils vivent dans un espace tout à fait exceptionnel, tout à fait remarquable. Donc il faut porter la bonne nouvelle auprès de ces habitants, leur faire prendre conscience de la richesse du milieu dans lequel ils vivent, trouver les voies et moyens de conscience collective de la préservation de la biodiversité. Le parc s'est positionné comme un animateur précurseur du site lors de la labellisation Ramsar. L'un des autres objectifs est d'améliorer les connaissances en vue d'avoir des pratiques durables du site Ramsar. Ça se concrétise par exemple par déjà tout d'abord de bien connaître le site et donc d'améliorer nos connaissances de façon homogène sur l'ensemble du territoire parce que les espaces justement sont hétérogènes et les niveaux de connaissances sont différents. Une bonne connaissance de ces milieux nous permet d'avoir une gestion optimale derrière et de préserver efficacement les zones humides. On vise aussi l'objectif d'aménager durablement les espaces et d'avoir un développement durable du site. On pourra aussi améliorer nos pratiques et envisager des travaux de restauration. Également, un pan important de cet objectif, c'est de former les acteurs, donc les élus, les agriculteurs, les partenaires socio-économiques, afin qu'ils prennent bien en compte et en considération le site Ramsar. L'intérêt de Ramsar, c'est d'avoir un support, une reconnaissance au niveau international et d'avoir surtout mis depuis quelque temps une dynamique au niveau du Grand Est pour nous d'accompagnement dans ces zones-là. Nous accompagnons dans le cadre de politique régionale de cette démarche-là, nous accompagnons sur tout ce qui touche à la promotion et je pense que dans les années qui viennent, on continuera bien sûr cette collaboration et on pourra développer avec tous les opérateurs du territoire des projets, le maintien des trames vertes et bleues, un programme qui se connecte parfaitement avec cette réflexion sur les zones Ramsar et poursuivre avec toutes les associations qui travaillent autour de la volonté de protéger et d'améliorer tous ces points d'environnement est une volonté affirmée du Conseil régional du Grand Est. Ce film a une importance capitale pour moi, en tout cas en tant que président Seine-Grand-Lac, car il permet d'abord d'expliquer ce que sont les zones Ramsar et le président Bignon, qui est le président de Ramsar France, l'a fait avec sa compétence habituelle. Et le problème est qu'ensuite, lorsque l'on sait ce que c'est qu'une zone Ramsar, c'est savoir comment, à l'intérieur de cette zone, chaque acteur travaille, participe et fait en sorte de contribuer à la préservation, au développement de la zone.
Et c'est une zone exceptionnelle au terme de la biodiversité, qui en fait une zone d'expérimentation, mais aussi une zone d'apprentissage pour les enfants, pour les familles, pour toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir la nature, mais surtout découvrir comment la nature peut être gérée dans une zone aussi riche que celle-là, a donné un élan fort à la volonté que nous avons ici, nous, à Seine-Grand-Lac, avec le parc naturel de la forêt d'Orient, de pouvoir organiser une animation de cette zone. Et nous avons décidé d'investir jusqu'en 2025 800 000 € pour financer ces fiches d'action, qui concernent tous les partenaires qui ont pris la parole dans ce film, tous les partenaires qui sont des acteurs éminents de la zone Ramsar, de l'animation, et on travaille tous ensemble. Ensuite, on a l'idée de créer une maison de la zone Ramsar, faire connaître, c'est important, et de développer des activités d'animation sur la zone Ramsar. C'est très important parce qu'on va contribuer à sensibiliser, à former les acteurs du terrain qui sont les élus, parce que ce sont nos partenaires essentiels, c'est eux qui conduisent les actions dans les syndicats, dans les organisations, et les agriculteurs, qui eux sont les praticiens sur le terrain et qui sont indispensables bien sûr au développement de ce territoire. Ce qui fait que cette zone de 255 000 hectares est une zone expérimentale, mais surtout de démonstration au quotidien de ce qu'on est capable de faire entre acteurs, ce qui est formidable parce que tout le monde est présent, dans l'intérêt public, dans l'intérêt des populations, mais surtout ici, dans l'intérêt de la flore, de la faune, des oiseaux que vous pouvez voir extrêmement nombreux ici, et dans l'intérêt des futures générations qui peuvent apprendre ici cet état naturel dans le cadre de la biodiversité qu'il faut surtout préserver, surtout protéger, et qu'il faut leur apprendre à protéger. Voilà à quoi va servir Ramsar.